Nous vous retrouvons, nos chers invités, pour la suite et la fin avant de parler du Togo et du lancement du projet pilote de renforcement de la sécurité routière. On va vous redonner encore la parole sur la mission de l'ONU au Mali. Adam Adjornou. Oui, et tantôt il le disait, lorsqu'on parle d'une force de maintien de la paix, c'est pour s'interposer entre deux factions qui sont donc en rivalité, ou pratiquement pour consolider une paix retrouvée. Or, sur le théâtre malien, on n'a pas encore cette paix-là. Elle est toujours menacée. Même si ce n'est pas la guerre totale. Oui, oui. Il n'y a pas aussi la paix totale. Il n'y a même pas de paix. Cette paix-là est franchement menacée et au même moment, on envoie une mission de paix. Or, comme je le disais, normalement, ces 1000 soldats ne doivent pas être venus sous le couvert de l'ONU. Il faudrait quand même que, tel qu'il le disait, hein, lorsque vous écoutez le président Bazoum, le président Macky Sall et le président le nouveau président de Guinée-Bissau, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent normalement porter la voix de la CEDEAO en faisant en sorte que la CEDEAO elle-même puisse mobiliser de l'argent. En réalité, le Tchad, lui, il est prêt à pouvoir envoyer ces 1000 personnes. Maintenant, la question est de savoir sous quel format. C'est à eux de le définir maintenant. Étant donné que, bon, puisque ça a créé également, disons, une sorte de froid entre ces deux pays-là par le passé, parce que David le disait tantôt, c'est qu'il y a eu problème et il y a eu rappel de ces forces-là. Donc, le nouveau président estime que ce n'était pas quand même bien, c'est malsain que ces forces-là puissent quitter, qu'il est là, il veut les redéployer. Maintenant, il appartient à quelqu'un de supporter le coup. Mais la CEDEAO, comme d'autres d'ailleurs même, ne veulent pas. C'est en cela qu'aujourd'hui, étant donné qu'ils sont positionnés à aller, bon, l'ONU lui sent, il prend. Et au même moment, le problème ne va pas être résolu. Or, ces gens-là iront là-bas pour combattre cette djihadistes-là comme ils l'ont fait. Mais au même moment, moi, je salue, au passage, c'est vrai que la parole ne va plus revenir en parlant dans du terrain. Je salue au passage, disons, ce courage d'Emmanuel Macron qu'il a toujours exprimé. Oui, c'est vrai qu'il y avait des moments de malentendu entre lui et le pouvoir de Bamako. Mais c'est également lui qui a pris sur lui de pouvoir faire face à ces rivalités-là entre les deux pays. C'est en cela que moi je salue toujours, disons, la politique d'Emmanuel Macron, liée au fait que chaque fois qu'il y a... en Algérie. Il y a plein de théâtres. Voilà. Il est rare de voir un chef d'État, surtout lorsque vous prenez ces jeunes-là qu'il a rencontré récemment en France, il est rare de voir même un chef d'État africain, de pouvoir savoir que voilà, il y a ces fractions-là qui sont vraiment en courroux contre moi. Ils savent vraiment qu'il va être tiré sur des questions données, mais il a fait. Et il a prouvé véritablement. C'est peut-être parce qu'il y a aussi des intérêts. Si on bon, peu importe, mais l'essentiel c'est de faire face. M. Macron ne peut pas appeler les jeunes Français pour leur donner cette parole qu'ils ont donnée aux jeunes Africains. De toutes les façons, moi je suis admiratif. Même quand les Africains vont parler, ça ne lui fera ni chaud ni froid. Mais de toutes les façons, il a pris sur lui de leur répondre. Il a méprisé, ça c'est un mépris total des Africains. Donc il revient encore en France, au Mali, il savait pertinemment qu'il va faire face à des questions difficiles à répondre, mais il a fait également. Moi, je pense quand même que c'est un pan du sujet qu'il faut. Je suis très admiratif. Je pense que de Nicolas Sarkozy, finalement. David Diababi, on va essayer de sortir de ce sujet. Cette mission composée de Tchadiens, vous pensez qu'elle va pouvoir accomplir sa mission? Sur un plan technique, non, il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas d'évidence en fait dans la présence de cette force au Mali aujourd'hui. Moi je l'ai toujours dit. On les connaît aussi comme des guerriers. Oui, et ces soldats tchadiens, c'est des gens qui n'ont pas le mot paix dans la bouche. Hein. Ils sont plus sur les fronts. Cette fois-ci, ils ne vont pas pour faire la guerre. Hein? Voilà. Oui, ils ne vont pas pour faire la guerre, mais on sait ils aussi vont tous sous-exploiter. Tout simplement. On sait aussi comment ces missions-là se comportent sur les territoires. Donc il faut que le Mali redéfinisse les contours de cette collaboration avec l'ONU sur la présence de ces 1000 soldats. Qu'on sache véritablement les missions qui sont les siennes et qu'on voit à peu près ce en quoi ils seront utiles. À défaut, c'est des dépenses inutiles qui vont être faites encore et rajoutées sur la dette du Mali. On déjà fait que la politique de l'effectif, sans compter de la qualité. Voilà. Et donc aujourd'hui, il faut aller au-delà de ces relations ONU, paix, pays en guerre, etc. Qui ne donnent rien. Comment on peut faire une guerre asymétrique et puis on envoie des soldats de la paix. Pour la paix. Des gens qu'on ne voit pas. Peut-être que c'est le mot paix, mais sur oui, le mot paix, parce que la France, je vais toujours attaquer la France. La France s'en va, elle ne veut pas quitter comme ça. Il faut envoyer des soldats. Mais ces soldats-là, comme les Ouest-Africains ne veulent pas dépenser,
Il faut quelqu'un pour dépenser. Donc, les soldats tchadiens vont venir sous le signe de l'ONU. Parce que c'est la France qui va dépenser. Ça veut dire que la France n'est pas partie. Il faut que le président Koïta fasse très attention, qu'il définisse leurs liens pour que ces soldats-là soient là. Sinon, on va revenir à la case de départ. Le Mali n'a pas encore fini avec ses problèmes. Non, et regardez, surtout ces gens-là également, on dit les maintiens de la paix, ils ne sont pas aussi attaqués, mais qui causent d'autres dégâts collatéraux. Nous l'avons subi récemment avec nos 7 vaillants soldats qui sont tombés. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, cela doit interpeller nos chefs d'État africains à ne pas faire la promotion de la quantité, mais de la qualité. C'est ce qu'il faut sur le théâtre malien. Allez, on quitte Bamako pour Lomé. Le gouvernement, via le ministère des Transports et de la Sécurité, a officiellement lancé mardi le projet de renforcement de la sécurité routière. L'initiative lancée avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé vise principalement la réduction significative et la prévention des accidents de la route. On vous retrouve Adam Adjranou, spécialiste des questions du Togo. Non, c'est quand même, disons, un bon projet, puisque moi je le disais, je pense qu'en fin de semaine, où, vous savez, ce projet a été porté par le général Yak Damran du ministère de la Sécurité, qui avait estimé qu'il est temps véritablement de pouvoir exiger des conducteurs d'engins de 2 roues et des tricycles des permis de conduire. Sauf que ça n'a pas survécu avec le temps. On a retrouvé les vieilles habitudes qui conduisent aujourd'hui par causer ces accidents-là. Et donc moi je pense que ce projet, puisque l'un des pans abordés par ce sujet-là, c'est de pouvoir arriver à avoir un nombre d'effectifs donné de ceux qui conduisent ces tricycles-là, de ces taxis moto, ou des gens mine de rien. On quitte nulle part, on ne sait même pas maîtriser le guidon, on met les gens en danger. Donc je pense que c'est un bon projet qu'il faut donc saluer, qui vient compléter en réalité le projet porté par le passé par le général, parce qu'aujourd'hui le Togo aussi est référencé dans la sous-région. Si vous prenez aujourd'hui le port de casque, vous allez, c'est lui qui l'a implémenté, réussi. Vous prenez aujourd'hui, normalement, le fait que vous êtes dans votre voiture, vous avez votre ceinture de sécurité, qui n'est pas aujourd'hui très respectée dans d'autres pays. Aujourd'hui, vous voyez, au niveau des carrefours, on vous interpelle. C'est aussi un mode de civilisation que nous essayons aujourd'hui d'implanter lorsque vous voyez surtout, à nous on m'a donné les journées de la sous-région en palais. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on en arrive là. Au regard des accidents qui, chaque fois, lorsque le bilan au niveau du ministère de la Sécurité est fait en ce qui concerne dans les accidents, c'est vraiment effroyable. Et je pense que l'un des vecteurs de ces accidents-là est lié à cette tricycle. Surtout cette tricycle, on est passé des 2 roues qui n'ont pas aussi fini de dire leurs mots. On est tombé dans les tricycles aujourd'hui où les gens ne maîtrisent pratiquement rien et qui causent des accidents. Moi, je pense que c'est un bon projet qu'il faut saluer et qu'il faut faire en sorte que ce projet soit pérenne. Il ne s'arrête pas, puisque quelque part, c'est un projet financé par quelqu'un. Mais même en arrière-plan, la vitalité de ce projet-là serait quand même au niveau que l'État, après, puisse donc se procurer de ce projet-là, puisqu'il soit payant, pour qu'on puisse donc exiger de tous ces acteurs-là les permis de conduire. Cela réduirait drastiquement le nombre d'accidents sur les routes togolaises. David, comment vous trouvez ce projet? C'est vrai que quand on parle d'accidents, c'est aussi compte tenu de la qualité des routes dans votre pays. Un projet aussi financé par l'Organisation mondiale de la santé. Vous pensez que ce projet va être très bien porté? Bon, déjà, je ne suis pas d'accord que ce soit une institution onusienne qui vienne financer un projet pour nous. Non, je ne suis pas d'accord. Nous avons les ressources financières nécessaires pour prendre en charge nous-mêmes le financement de ce projet. Et cela doit être contenu dans le programme du gouvernement. C'est vrai, c'est un projet, oui, je suis d'accord. Mais derrière, il faut aussi, comme vous l'avez dit, des infrastructures routières qui répondent à cette volonté de réduction des accidents de circulation. C'est tragique, hein. Moi je suis usager de la route. C'est tragique, vous sortez votre voiture le matin pour aller faire une course. Et vous êtes obligé de ne pas respecter le code pour éviter des accidents de circulation. En tout cas, dans les rues à Lomé, si vous voulez conduire en respectant le code routier, vous rentrerez avec votre voiture cabossée ou cassée totalement. Parce que dans la rue, personne ne respecte le code. Et j'invite le gouvernement, le ministère de la Sécurité à multiplier les postes de contrôle dans les carrefours, sur les grands axes, etc. Et à également aller dans le sens de la réfection de ces routes qui
en pleine circulation, vous tombez sur un nid de poule et vous voulez l'éviter dans la tentative. Surtout les nuits. Voilà. Dans la tentative ou dans la manœuvre, vous risquez de créer un accident tout à l'heure. Et donc c'est des choses qui vont de pair. C'est vrai, il y a un projet qui est lancé, on le soutient. Mais derrière, il faut que le gouvernement fasse l'effort pour aller dans l'amélioration de nos infrastructures pour éviter que nous nous retrouvions dans des situations tragiques parfois. Le dernier bilan qui a été présenté sur les accidents au Togo est assez effroyable. Nous avons un petit pays, nous n'avons pas assez d'automobiles ou de voitures ou de motos dans la circulation par rapport à certains pays. Mais quand on vous présente le bilan des accidents semestriels ou annuels, et puis c'est des accidents qui sont déclarés, hein, qui ont été déclarés, où la police était intervenue, où les sapeurs-pompiers étaient intervenus pour évacuer. Il y en a qui ne sont pas déclarés. Voilà. Et quand vous comptabilisez tout ça bout à bout, vous avez un chiffre qui fait fort. Donc il faut aller dans le sens de la sensibilisation et de l'imposition des amendes à payer. Et il faut que ça soit rigoureux. Ainsi, on peut aller à la réduction de ces accidents de circulation qu'on vit au quotidien. Les problèmes d'accident, on peut les retrouver partout dans les capitales ou bien dans les villes africaines. Chez vous, en Côte d'Ivoire, on en trouve également. Alors, quelle est cette politique qui est menée par le président Ouattara pour freiner cela? Non, la politique a été menée bien avant le président Ouattara avec la création de l'ODER, qui met un peu les radars un peu partout et les policiers sur les grands axes où on pense qu'il y a plus d'accidents. Mais ce qui me chagrine un peu à Lomé, je te disais la fois passée que je ne peux pas comprendre que chaque jour que je me lève, je vois un accident à Lomé. Ça veut dire qu'il y a de l'incivisme dans ce que les gens font. Faire les bonnes routes, c'est une bonne chose. Mais je ne crois pas que c'est l'état des routes qui crée les accidents. Parce que quand vous faites les statistiques des accidents, c'est là où il y a les bonnes routes qu'il y a des accidents. Il y a plus d'accidents. Parce qu'il y a beaucoup d'incivisme. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un roule à une moto, mais qui se retrouve à gauche de la chaussée. Au lieu d'être à droite, il se trouve à gauche. À un moment donné, il peut se retrouver au milieu à n'importe quel moment. Sachant très bien qu'une voiture est juste derrière la personne qui roule peut-être à 100 ou bien à 110. Une voiture, ce n'est pas un homme qui peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc le problème de l'incivisme, il va falloir que le gouvernement togolais traite cela. Et que les lois soient coercitives sur les décisions routières. Parce qu'une vie de perdu, on ne la rattrape plus jamais. Il faut faire très attention. Souvent, quand j'emprunte les ZEM, je suis obligé de dire aux ZEM d'aller doucement ou bien de prendre la droite. Parce qu'il passe à gauche, il passe à droite, au feu tricolore, il ne respecte pas les feux tricolores. Et il faut insister aussi sur les forces de l'ordre. Au lieu de prendre 100 francs, prendre 200, bien prendre 500 à quelqu'un qui n'a pas respecté le feu tricolore, vous mettez sa vie en danger. Il va falloir que le gouvernement aussi travaille sur ce côté-là. C'est-à-dire que les forces de l'ordre ne doivent pas prendre de l'argent, mais ils doivent faire respecter la loi. Celui qui ne respecte pas le feu tricolore, par exemple comme au Bénin, tu ne respectes pas le feu tricolore, si on te prend, tu vas faire 3 mois. Tu fais 3 mois en prison, tu ne passes même pas par le commissariat. On t'envoie directement en prison. Peut-être que c'est là-bas qu'on va te signer les papiers. Par moment, il faut être dur avec le peuple. Ça dit, non. Voici ça. On dit que ce n'est pas un bon exemple. C'est ce qu'on a dit pour la Guinée tout à l'heure. On dit que ce n'est pas un bon exemple. On veut faire la démocratie. On veut les laisser avec la loi. Mais chaque jour, il y a des accidents. Parce que les aimes là, on ne va pas les prendre un à un comme ça pour leur donner des conseils. Mais vous allez voir que si on met un Zemidiaman en prison parce qu'il a brûlé le feu tricolore, les autres vont avoir peur. Il y a eu un procès je vais chuter tout à l'heure. Il y a eu un procès comme ça au tribunal de Yopougon à Abidjan, où les jeunes Bakaman, parce que là-bas c'est les véhicules de ligne là, ils conduisent très mal. Donc le juge demande, est-ce qu'il y a des partisans de ce dernier là dans la salle? Ils ont commencé à crier, oh, il dit ok, je lui donne 10 ans. Il lui a donné 10 ans pour
que ça vous serve des leçons. S'il n'y avait personne, j'allais lui donner peut-être 3 ans. Mais je lui donne 10 ans pour que ça vous serve vous des leçons. Vous voyez? Je te coupe pas. Hein. Oui. Je crois que les responsabilités sont aussi partagées. Hein. C'est ce que j'allais dire. Voilà, il faut tenir compte de certaines réalités. En tout cas, chez nous, ici à Lomé, il faut tenir compte de certaines réalités. Lorsque les routes étaient construites dans ce pays, il n'y avait aucun plan. Il n'y avait aucun plan. Il faut redéfinir le tracé des routes à Lomé, en tout cas. Aujourd'hui, nous avons des bus qui circulent. Nous avons des motos. Dans le temps, il n'y en avait pas assez. Et quand on construisait les routes, on n'avait pas tenu compte de cela. Il n'y a pas de passage pour moto. Je ne sais pas s'il y a une rue à Lomé où il y a un passage réservé aux deux roues. La route de Paris, oui. C'est signé. Oui. Non, le bas de côté là. Mais c'est pas pour les deux roues. Normalement, le bas de côté n'est pas fait pour les motos. Aucun panneau. Aucun panneau. Non, même dans le plan, architectural de la route là, aucun plan. Ce bas de fond là n'est pas réservé pour les motos. Pour les motos. C'est en cas de lorsqu'il y a plein de voitures sur la circulation. Il y a les bouchons, bien les embouteillages. En cas de bouchons, qu'on a prévu ces petites voies pour désengorger. Hein. C'est pas pour ça. Il n'y a pas de route à Lomé où il y a des pistes qui sont réservées pour les motos. Il n'y en a pas pour les bus. Il n'y en a pas pour les bus. Les bus empruntent les mêmes voies que les taxis, les motos et tout ça. Donc, il y aura forcément des accidents. Il faut repenser le tracé des routes de notre pays. Et vous verrez au Bénin, dans le temps de Kérékou, je me rappelle, il y a des pistes qui sont réservées pour les deux roues. Il y en a. Oui, jusqu'à présent, il y en a. Ils ont même rendu ça plus fiable encore. Voilà. Maintenant, si ces routes qui sont réservées pour les deux roues, il n'y a que la voie de Tidjolé qui part de Toti ici à Tikoumé là. Où dans le temps, ils ont réservé un petit couloir là pour les deux roues. Mais ces deux roues ne passent jamais là-bas. C'est les civistes. Voilà. Et ça, il faut que ces Togolais, ces usagers de la route comprennent que c'est pour leur vie. Avant de toucher à Dame Agronomie, une question. Quand vous interrogez également les Edmen, les jeunes là qui font le taxi locaux, ils vous disent, c'est pas ce que je veux faire, j'ai été à l'école, je suis contraint de le faire, donc je suis énervé. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en cas d'accident, c'est vous qui allez être transporté à l'hôpital. Ce n'est pas vos papiers, ce n'est pas vos diplômes. Mais tu as des diplômes. Ce n'est pas votre nervosité qui va vous amener à... Non, c'est vous, c'est votre corps. Vous tombez et vous êtes malade, on vous transporte à l'hôpital. Moi, je pense qu'il faut un moment que les gens comprennent la nécessité d'aller dans le sens du civisme collectif et personnel. Moi, quand je sors avec ma voiture, je pense d'abord à moi, avant de penser aux autres usagers de la route. Et donc, je fais attention sur la voie, pour éviter que je rentre chez moi sur un brancard ou avec des plaques. Parce que quand vous aurez cet accident, le ministre de la Sécurité, il ne viendra pas vous voir à l'hôpital. Ou quand vous allez perdre votre vie, c'est vous et votre famille. Et donc, il faut que ces Z-men et ces motocyclistes, moi je les comprends, mais parfois ils doivent comprendre aussi que c'est leur vie et leur santé qui en dépend. Alors, madame, on pose de tels gestes. Ouais. C'est contradictoire. Civisme. Ouais. C'est vrai, l'ami l'a dit tantôt, mais en temps également, on avait suivi des espaces où, lorsqu'on peut nous dire les taximens, lorsque nous sommes en situation, on les voit tout à l'heure, ils vivent ça parce qu'il a trouvé un client. En temps, c'était interdit parce qu'on avait réservé des lieux, lorsqu'il peut prendre un taxi qui est là-bas, le taximan, lorsqu'il prend quelqu'un qui est là-bas, il ne peut pas s'arrêter à coup de circulation. Mais ça aussi, ça n'a pas depuis les gens ne respectent pas. Si les taximens là, lorsqu'ils voient quelqu'un, et puis d'abord, les usagers où ces passagers là également les a dit voilà cet endroit est aménagé pour prendre
qu'on vous cherche là-bas. Il ne viendra pas s'arrêter là-bas, il va s'arrêter ailleurs. Donc, vous voyez, je pense que c'est tous ces citoyens-là qui ne respectent rien, qui conduisent. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est justement parce que ceux qui conduisent les voitures sont beaucoup plus prudents, qu'on a moins d'accidents. C'est vrai que les félicitations sont énormes, mais c'est justement parce qu'ils sont prudents qu'on a moins. On pourrait arriver plus. Parce que lorsque vous voyez ce que font ceux qui conduisent les motos là, lorsque vous êtes sur le volant, c'est véritablement horrible. Et lorsque vous n'êtes pas vigilant, chaque jour vous rentrez à la maison avec un accident. Les passages cloutés, les passages réservés aux piétons n'ont jamais été respectés. Moi, j'ai été séduit, et je le dis toujours, j'ai été séduit sur mes voyages à l'étranger. Je veux citer le cas de la France. Je pense que vous devez savoir ce que je dis. Lorsque vous vous positionnez sur un passage réservé pour piétons, tous les véhicules qui viennent dans les deux sens s'arrêtent automatiquement. C'est un réflexe automatique. J'ai été tellement sublimé par ce constat que après mon séjour, je suis rentré à Lomé. J'ai voulu expérimenter une fois sur la voie de Djidjolé, là, ici à côté. En face de chez I, il y a un passage clouté là-bas. Ils appellent ça passage clouté ou réservé aux piétons. Je me suis positionné de l'autre côté. Ok, et j'ai voulu traverser. J'étais sur le passage réservé pour piétons, mais j'ai vu des voitures qui arrivaient dans Vous aviez encore des réflexes de la France. J'ai dû courir pour sauver C'est terrible. Oui, jamais. C'est pourquoi je dis qu'il faut que la loi soit postée ici, pour que les gens puissent comprendre beaucoup de choses. Oui, voilà. C'est pas, non, respecter. Ouais, je pense qu'il faut aussi introduire, au-delà du renforcement de la législation, il faut introduire aussi les permis à points. Oui. Ou jusqu'à un niveau un peu comme ça se fait ailleurs, vous perdez des points. Après, vous retirez votre permis, vous repassez le permis, en plus de la garde à vue, comme ça se fait, comme il a dit tout à l'heure. Voilà, il faut aller à un renforcement de ces mesures-là. Ça éviterait aussi ces accidents. Alors, le permis de conduire pour les engins et 2 ou 3 roues serait en cours d'exécution à Pandé. Vous avez eu des nouvelles? C'est pas nouveau. Allez, Corneille, Norbert, voici, merci beaucoup d'avoir répondu à notre rendez-vous. Il vous reste encore une semaine. Oui, j'ai encore une semaine à passer à Lomé. C'est douloureux, mais je dois partir. Je ne suis pas fatigué, c'est le boulot. Merci également à vous, Adam Adorno. Vous allez voyager demain. Ok. Allez, ça fait très mal, David Diagbagui. Vous allez vous manquer pendant 2 ans. C'est énorme. Oui, ça va 3 faire du mal 3 ans. à vos femmes. Oui, 3 ans. Je pars en mission à l'extérieur. Ça va prendre 3 ans. C'est dans le cadre d'une mission professionnelle et familiale surtout. Donc je serai absent du plateau pendant 3 ans. 3 ans bien remplis. J'ai voulu, avec tout le respect que j'ai pour les téléspectateurs et toutes ces personnes qui me reconnaissent dans la rue, je voulais leur dire, on a passé le message, si on ne me voit plus sur le plateau, ce n'est pas un regret. Je pars pour une mission assez ponctuelle et ça va m'amener très 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 loin. Allez, vraiment 3
casque avec le téléphone, on est toujours assis voilà. devant. Allez, merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup à vous, David Diakbavi, que j'appelle l'homme de lundi. Merci également à Damazon Correille, on est toujours ensemble. Merci également à vous. À très bientôt.